Ce que je m'apprête à vous dire était autrefois considéré comme un savoir dangereux. Le genre de choses que l'on murmure dans des pièces closes et que l'on efface du langage public parce qu'elles vous redonnent le contrôle sur quelque chose que les systèmes modernes ont intérêt à maintenir brisé. On vous a enseigné que la dépression est un accident chimique, que la sérotonine disparaît de manière aléatoire et que seule une substance externe peut la remplacer. Cette version de l'histoire est incomplète, et cette incomplétude n'est pas innocente. Bien avant l'existence des antidépresseurs, les praticiens de l'Antiquité comprenaient que l'humeur, l'espoir et la stabilité émotionnelle pouvaient être convoqués ou détruits par quelque chose de bien plus primitif et de bien plus puissant. La respiration. Je ne parle pas de manière métaphorique, je parle de manière biologique. Il y a une raison pour laquelle ce mécanisme a été édulcoré, dilué et requalifié de simple relaxation. Correctement appliquée, elle n'est pas apaisante. Elle est activatrice. Elle force le système nerveux à changer d'état, et ce basculement modifie directement la signalisation de la sérotonine. C'est pourquoi elle était considérée comme interdite, car, une fois que vous l'avez comprise, vous cessez d'attendre que l'on vous répare. Vous cessez de vous identifier comme étant chimiquement déficient. Vous réalisez que la dépression n'est pas une condamnation à perpétuité, mais un état physiologique bloqué. Je suis ici pour décoder ce mécanisme caché, pour relier les neurosciences modernes à des pratiques qui ont survécu parce qu'elles fonctionnaient, et non parce qu'elles étaient spirituelles. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes mal régulé. Et la régulation commence par le souffle, que le système veuille que vous le sachiez ou non. Vous connaissez intimement cet état, même si personne ne l'a jamais nommé correctement pour vous. La dépression n'est pas seulement de la tristesse, c'est la sensation d'être enfermé à l'intérieur de son propre système nerveux. Vous vous réveillez déjà fatigué, non pas parce que vous n'avez pas dormi, mais parce que votre biologie ne s'est jamais vraiment mise au repos. Vos pensées tournent en boucle sans résolution. La motivation semble chimiquement indisponible et non absente par choix. Et le plus dangereux, c'est ceci. Vous commencez à croire que ce monde intérieur atone est ce que vous êtes. Cette croyance est le véritable piège. On vous a dit de penser différemment, d'être patient, de traiter les symptômes par des médicaments. Pourtant, personne n'a expliqué pourquoi la volonté échoue si systématiquement. La raison est simple et brutale. Lorsque la signalisation de la sérotonine est supprimée, le cerveau passe dans un mode de fonctionnement défensif, où la pensée orientée vers l'avenir, le plaisir et la flexibilité émotionnelle sont biologiquement restreints. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas faible. Vous fonctionnez avec une chimie basée sur la menace, conçue pour la survie, pas pour le sens. Et voici l'enjeu que presque personne n'explique assez clairement. Si la sérotonine n'est pas restaurée naturellement, le système nerveux s'adapte à son absence et commence à considérer ce vide comme normal. C'est ainsi que les années disparaissent. C'est ainsi que l'identité s'effondre dans le diagnostic. C'est pourquoi restaurer la sérotonine n'est pas une question de confort. C'est une question de réappropriation de son pouvoir d'action. La respiration n'est pas un accessoire de guérison. C'est le levier manquant. Ignorez-le et vous resterez dépendant. Utilisez-le correctement et le système commence à se débloquer de l'intérieur. Voici le mythe qui vous maintient dans la confusion et la docilité. La sérotonine ne réside que dans le cerveau et, une fois qu'elle chute, vous devez l'importer de l'extérieur. Cette idée semble scientifique, mais elle cache une vérité plus profonde qui parvient rarement dans le débat public. Plus de 90% de la sérotonine de votre corps est régulée en dehors du cerveau par des systèmes qui n'écoutent pas les pensées, mais le rythme, la pression et l'équilibre chimique. Votre intestin, vos poumons, votre chimie sanguine et votre système nerveux autonome ne sont pas des acteurs passifs en arrière-plan. Ils sont le centre de commandement.
La respiration est le langage qu'ils comprennent. Chaque inspiration et chaque expiration modifie les niveaux de dioxyde de carbone, le pH sanguin, la signalisation vagale et le tonus inflammatoire. Autant d'éléments qui influencent directement la manière dont le tryptophane est converti en sérotonine et comment cette sérotonine est réellement utilisée. Lorsque la respiration est superficielle, erratique ou chroniquement stressée, le corps interprète la vie comme étant dangereuse et la sérotonine est régulée à la baisse délibérément. Non pas parce que vous êtes défaillant, mais parce que la joie est un handicap en cas d'urgence perçue. C'est pourquoi forcer la positivité échoue et pourquoi l'engourdissement peut ressembler à un soulagement, mais jamais à une restauration. Le maillon manquant n'est pas davantage de stimulation ou de distraction. C'est la reprogrammation du sentiment de sécurité du corps. Le souffle y parvient plus rapidement que la cognition ne le pourra jamais. C'est là le mécanisme caché. Une fois que vous le voyez, le mythe s'effondre et la dépression cesse de paraître mystérieuse. Elle commence à paraître réversible. Au centre de ce basculement se trouve une structure que la plupart des gens n'ont jamais appris à respecter, le nerf vague. Ce nerf n'est ni poétique ni abstrait. C'est un câble physique qui relie votre cerveau à votre cœur, vos poumons et vos intestins, posant sans cesse une question brutale. Es-tu en sécurité ou es-tu en danger? Votre réponse ne se donne pas par des mots, elle se donne par le souffle. Lorsque la respiration est rapide, superficielle et chaotique, le nerf vague envoie un signal de danger vers le haut, supprimant la sérotonine, augmentant l'inflammation et enfermant le cerveau dans un mode de survie. Lorsque la respiration devient lente, délibérée et contrôlée de façon rythmique, le tonus vagal augmente et le signal s'inverse. La sécurité est déclarée. La signalisation de la sérotonine est autorisée à remonter. Considérez le nerf vague comme un variateur d'intensité dans une pièce sombre. La dépression n'est pas l'ampoule cassée. C'est le variateur tourné au minimum. La respiration est sa main sur cet interrupteur. Les neurosciences modernes le confirment, mais les praticiens de l'Antiquité le ressentaient sans instrument. Ils comprenaient que changer la respiration était le moyen le plus rapide de changer l'esprit parce qu'elle contourne la résistance consciente. Vous ne pouvez pas convaincre par la raison un système nerveux qui se croit menacé. Vous devez lui parler dans sa langue maternelle. Cette langue est la respiration et, une fois que le nerf vague entend le message de sécurité de manière suffisamment constante, la sérotonine n'est plus supprimée. Elle est restaurée comme une conséquence biologique et non comme un vœu pieux. Nous allons maintenant plus en profondeur, au niveau où la dépression prend réellement racine. La cellule. À l'intérieur de votre corps, la sérotonine n'apparaît pas par magie et elle ne disparaître par fatalité. Elle est fabriquée via une voie biochimique extrêmement sensible à l'apport en oxygène, à la tolérance au dioxyde de carbone et à l'acidité sanguine. Lorsque vous hyperventilez de manière chronique ou que vous respirez sous l'effet du stress, le taux de dioxyde de carbone chute trop bas. Le pH sanguin se modifie et, paradoxalement, l'oxygène est acheminé moins efficacement vers les tissus, y compris le cerveau. Cela crée un stress hypoxique silencieux qui écarte le tryptophane de la production de sérotonine pour l'orienter plutôt vers des sous-produits inflammatoires. Vous ressentez cela comme une lourdeur, un brouillard et un engourdissement émotionnel. Une respiration contrôlée inverse ce processus. En ralentissant la respiration et en prolongeant l'expiration, la tolérance au dioxyde de carbone augmente, la chimie du sang se stabilise et les cellules reçoivent le signal de passer de la défense à la réparation. C'est là que le BDNF commence à augmenter, que les connexions neuronales retrouvent leur souplesse, que le cerveau redevient capable de ressentir à nouveau.
Les traditions anciennes décrivent cela comme la transformation du plomb en or. Les laboratoires modernes appellent cela l'optimisation métabolique. Le nom importe peu. Le mécanisme, lui, compte. La respiration modifie la chimie cellulaire et la chimie cellulaire dicte l'humeur. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physiologie. Et une fois que ce changement s'amorce, la sérotonine n'est plus forcée. Elle est synthétisée, transportée et utilisée comme elle a toujours été censée l'être, comme le produit d'un équilibre, plutôt que d'un désespoir. C'est ici que la science moderne rejoint discrètement les disciplines anciennes et que l'histoire devient inconfortable pour ceux qui préfèrent qualifier les savoirs anciens de superstitions. Les ordres monastiques, les lignées yogiques et même les cultures guerrières n'ont pas entraîné la respiration pour le seul calme. Ils l'ont entraîné pour contrôler l'humeur, le courage bas, le désespoir et la clarté dans des conditions extrêmes. Ils n'avaient pas de mots pour la sérotonine, le tonus vagal ou la neuroplasticité. Pourtant, ils en ont cartographié les effets avec une précision impitoyable. Certains rythmes dissipaient de la mélancolie, d'autres induisaient de la concentration ou le détachement émotionnel. Ce n'étaient pas des accidents spirituels, c'étaient des premières expériences de contrôle du système nerveux. Ce que nous mesurons aujourd'hui en laboratoire, ils le ressentaient dans leur corps. La raison pour laquelle ces pratiques ont survécu n'est pas parce qu'elles étaient belles, mais parce qu'elles fonctionnaient. Lorsque la recherche moderne confirme qu'une respiration nasale lente augmente les tonus vagales, réduit l'inflammation et normalise l'équilibre des neurotransmetteurs, elle ne découvre pas quelque chose de nouveau. Elle traduit quelque chose d'ancien. Cette traduction dépouille le mythe et révèle la technologie sous-jacente. La respiration était l'interface. La dépression, dans ce contexte, n'a jamais été un échec moral ou une malédiction mystérieuse. C'était une perte de compétence de régulation. Lorsque vous restaurez cette compétence, vous n'adoptez pas un système de croyance. Vous vous réappropriez une fonction que votre système nerveux sait déjà accomplir. C'est pourquoi ce savoir semble familier dès l'instant où vous l'entendez. Votre corps se souvient avant votre esprit. Maintenant, comprenez bien ceci avant d'aller plus loin. Ce que je m'apprête à introduire n'est pas un exercice de relaxation, et ce n'est pas un conseil respiratoire facultatif. C'est un protocole. Ce mot est important. Un protocole est précis parce que la biologie est précise. Une respiration occasionnelle produit des résultats occasionnels, et la dépression ne cède pas à un effort superficiel. Le système nerveux ne répond qu'à des signaux clairs et répétés, délivrés avec constance. C'est pourquoi la plupart des gens essaient de respirer une fois, ne ressentent rien de spectaculaire et concluent discrètement que cela ne fonctionne pas. On ne leur a jamais montré comment parler assez fort à leur propre biologie. Ce protocole a été affiné parce que de petits détails modifient les résultats. La vitesse de l'inspiration, la longueur de l'expiration, l'utilisation du nez, la pause entre les souffles. Chaque élément cible une couche différente de la régulation de la sérotonine. En omettre un, c'est affaiblir le signal. Combinez-les correctement et le corps ne pourra pas l'ignorer. Je veux que vous ressentiez le poids de ce moment. Vous n'apprenez pas une technique. On vous remet un levier qui agit directement sur la chimie de votre humeur. Traitez-le avec respect. Exécutez-le exactement. Il ne s'agit pas de confort. Il s'agit de recalibrage. Et une fois que vous avez compris cela, vous êtes prêt à exécuter, pas à expérimenter. Vous commencez par positionner le corps de manière à ce que le système nerveux ne lutte pas contre la gravité ou la tension. Asseyez-vous bien droit ou allongez-vous à plat. Colonne vertébrale neutre, mâchoire détendue, langue reposant doucement contre le palais. La bouche reste fermée. L'air ne circule que par le nez,
car la respiration nasale stimule directement les afférences vagales et stabilise l'oxyde nitrique, deux éléments critiques pour la signalisation de la sérotonine. Vous inspirez lentement en comptant d'une manière qui semble contrôlée mais sans effort excessif, en laissant le ventre se gonfler avant la poitrine, signalant la sécurité au niveau le plus primitif du cerveau. Vient ensuite la partie que la plupart des gens sautent et paient plus tard. L'expiration est plus longue que l'inspiration, délibérément plus longue. Cette expiration prolongée est l'ordre qui indique au système nerveux que la menace est passée. À la fin de l'expiration, vous marquez une brève pause, sans forcer, en laissant simplement l'immobilité s'installer avant la prochaine inspiration. Pendant cette pause, le dioxyde de carbone augmente légèrement, le pH sanguin se normalise et le tonus vagal augmente. Vous répétez ce cycle encore et encore. Le rythme plutôt que l'intensité, la précision plutôt que l'effort. Des pensées surgiront. C'est prévisible. Ne les combattez pas. Revenez au décompte, au nez, au lent vidage des poumons. À l'intérieur de votre corps, la chimie change, l'inflammation chute, les voies de la sérotonine se rouvrent. Vous ne vous calmez pas, vous vous remettez en service. Les changements créés par ce protocole suivent une chronologie, non pas parce que l'esprit a besoin d'être convaincu, mais parce que la biologie évolue par étapes. Après la première séance, beaucoup de gens remarquent quelque chose de subtil, mais d'indéniable. Un léger apaisement du bruit interne. Le sentiment que le corps est moins hostile de l'intérieur. C'est le tonus vagal qui répond immédiatement. En moins de 3 jours de pratique régulière, le sommeil s'approfondit souvent. Non pas plus long, mais plus lourd, car la sérotonine commence à rétablir son rôle de précurseur de la mélatonine, plutôt que d'être détournée vers la chimie du stress. Vers le 7e jour, la motivation commence à revenir par fragments. Non pas une énergie maniaque, mais la capacité d'initier de petites actions, sans violence interne. C'est un signe critique que la signalisation de la sérotonine se stabilise dans le cortex préfrontal, permettant à l'intention de se traduire à nouveau en mouvement. Au fil de plusieurs semaines, la palette émotionnelle s'élargit. La musique résonne différemment. Les conversations semblent moins épuisantes. Le monde retrouve de la texture. Il ne s'agit pas d'une amélioration de l'humeur par la croyance. C'est la neuroplasticité qui se rouvre à mesure que le BDNF augmente et que la suppression inflammatoire se lève. Le changement le plus important est celui-ci. L'état dépressif cesse de paraître permanent. Même lors des journées difficiles, le système nerveux se souvient qu'un autre réglage existe. Cette seule mémoire modifie le comportement, et le comportement renforce la chimie. C'est ainsi qu'une boucle se brise, non par la force, mais par la restauration. Vous devez être averti de quelque chose que la plupart des gens interprètent mal, et qui les pousse à abandonner le processus parce que personne ne les a préparés. Dans les premiers jours, ce protocole peut sembler inconfortable, émotionnellement à vif ou étrangement intense. Cela ne signifie pas qu'il vous fait du mal. Cela signifie que votre système nerveux quitte un schéma chimique de longue date dans lequel il avait appris à survivre. La dépression est familière au cerveau, même lorsqu'elle est douloureuse. Lorsque la sérotonine commence à revenir, d'anciens signaux émotionnels peuvent refaire surface car le système n'est plus anesthésié. Cela peut sembler déstabilisant si vous vous attendez à une paix immédiate. Ne confondez pas le sevrage de la chimie du stress avec une régression. Une pression crânienne, des soupirs spontanés, une tristesse soudaine ou de brèves vagues d'irritabilité sont des signes de recalibrage, pas d'échec. Le cerveau renégocie sa base de référence. Beaucoup de gens abandonnent ici parce que le confort a été confondu avec la guérison. Mais c'est le confort qui vous maintenait bloqué.
Cette phase passe à mesure que la régulation se stabilise, et ces sensations s'effacent pour laisser place à la clarté et à la stabilité. Si vous respectez le protocole et ne raccourcissez pas l'expiration, ne respirez pas par la bouche et ne précipitez pas le rythme, le système nerveux s'adapte en toute sécurité. La résistance n'est pas un signal d'arrêt. C'est la preuve que quelque chose de fondamental est en train de changer. Désormais, la responsabilité vous incombe entièrement. La connaissance seule ne change rien à moins d'être incarnée. Et c'est là que la plupart des gens se retirent discrètement dans l'explication plutôt que dans l'action. Je vous mets au défi de vous engager dans ce protocole exactement tel qu'il est décrit pour une période de temps fixe. Pas quand vous en avez envie, pas quand c'est pratique, mais quotidiennement, avec discipline, pendant au moins 14 jours. Aucune modification, aucun raccourci. Ne le mélangez pas à des distractions pour le rendre plus confortable. Il ne s'agit pas de motivation. La motivation revient après que la chimie change, pas avant. Traitez cela comme une expérience sur votre propre système nerveux. Une expérience où vous êtes à la fois le sujet et l'opérateur. Chaque séance est un signal envoyé à votre biologie indiquant que vous ne sous-traitez plus votre régulation. Cela seul est perturbateur. Cela seul est puissant. Comprenez ce que vous faites réellement ici. Vous vous retirez d'un état d'impuissance apprise et vous réaffirmez votre contrôle au niveau où l'humeur se décide réellement. La plupart des gens ne le feront pas. Non pas parce que c'est difficile, mais parce que cela les oblige à cesser de s'identifier à leur dépression. Si vous acceptez ce défi, vous choisissez la régulation plutôt que la résignation. Et une fois que ce choix est répété suffisamment de fois, la chimie suit. Je veux que vous quittiez cette compréhension avec une clarté absolue. La dépression n'est pas votre personnalité, ni votre vérité, ni votre destin. C'est un état physiologique entretenu par une mauvaise communication entre le souffle, les nerfs et la chimie. Lorsque cette communication est restaurée, l'identité desserre son emprise sur la souffrance. J'ai parlé avec autorité parce que ce sujet l'exige. Un langage trop doux maintient les gens dans la passivité. La précision les réveille. Le souffle n'est pas symbolique. Il est mécanique, chimique et d'une honnêteté implacable. Il ne se soucie pas de vos histoires passées, seulement des signaux que vous envoyez en ce moment même. Lorsque vous pratiquez ce protocole, vous n'espérez pas vous sentir mieux. Vous entraînez votre système nerveux à reconnaître à nouveau la sécurité. Et la sérotonine suit la sécurité à chaque fois. C'est ainsi que la maîtrise commence. Tranquillement, intérieurement, sans permission. Vous comprenez maintenant un mécanisme que la plupart des gens n'apprendront jamais. Non pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il est émancipateur. Utilisez-le. Revenez-y lorsque votre système dérive. Laissez le souffle devenir votre régulateur de base, et non un outil d'urgence. Lorsque l'humeur se stabilise de l'intérieur, la vie cesse de ressembler à une survie et recommence à paraître navigable. Ce changement n'est pas mystique, il se mérite.